Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bertrand du Guesclin est dans une position délicate. Il a 59 ans, le soldat breton. Nous sommes à la charnière des années 1379-1380, dans ce XIVe siècle tellement ingrat, tellement difficile. Le breton, dis-je, il faut l'imaginer, c'est cet homme un peu disgracieux. Vous savez, il a le visage sombre, les traits grossiers, le corps tout d'un bloc. Il est courteau, il est rêche du Guesclin. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'a pas été gâté par la nature. Eh bien, en plus, il est maintenant soupçonné de trahison. Car dans l'entourage du roi Charles V, qu'il est en train de servir en tant que connétable, c'est-à-dire qu'il est le premier soldat du royaume, eh bien dans l'entourage du roi depuis au moins une décennie, certains assurent qu'il serait resté vraiment très passif face à un certain nombre de mouvements de troupes du duc de Bretagne qui menacent aux frontières du royaume. On murmure que du Guesclin serait même prêt à servir les intérêts de son pays de naissance, qu'il deviendrait plus breton que français. Une Bretagne, il est vrai, dont l'indépendance est assez menacée par la présence des Français à ses frontières. Donc, du Guesclin est-il plus proche du duc de Bretagne ou du roi de France ? Il faut vous dire que pour Bertrand du Guesclin, il est difficile d'aller se défendre à la cour. Il est loin de là, bien entendu. Alors c'est vrai qu'il a auprès du roi des avocats éminents. Le frère du roi, notamment le duc d'Anjou, répond de sa fidélité. Les rumeurs n'ont aucun fondement solide, explique le prince. Et je cite Georges Minois. On a du mal à comprendre comment certains chroniqueurs et historiens ont pu attribuer à du Guesclin le rôle du traître. S'il y a au contraire un homme dont l'attitude n'est pas ambiguë, c'est bien lui. Alors que la plupart des nobles bretons se rangent sous la bannière ducale tout en protestant de leur fidélité au roi par écrit, le connétable reste l'homme du roi, mais il se tient volontairement en retrait. Pendant la fin de l'année 1379, il reste dans les environs de Pontorson, de Saint-Malo, s'occupant des garnisons de la frontière avec une petite troupe. C'est donc dans cette situation inconfortable que se trouve Bertrand du Guesclin. Il a quand même pour lui un atout essentiel qui est son incroyable passé au service des lys de France. Et c'est un passé qui parle pour lui, bien entendu. Alors que ce qu'on appellera la guerre de 100 ans avait très mal commencé pour la France, rappelez-vous les désastres successifs de Crécy, de Calais, de Poitiers. Alors que les Anglais s'étaient emparés de presque toute la moitié ouest du royaume, Bertrand a été en peu de temps l'artisan d'une reprise en main qui d'ailleurs a paru aux contemporains tout simplement incroyable. En quelques campagnes, avec des effectifs limités, du Guesclin a bousculé encore et encore la merdaille. C'est le sobriquet affectueux qu'il donnait aux Anglais. Décidément, il y a ce mot qui revient constamment dans nos relations avec les Anglais à travers l'histoire. C'est une guerre de siège qu'il a menée et finalement, les Anglais sur le continent n'ont bientôt plus tenu que Brest, la Guyenne, ça bien entendu, ils sont là-bas chez eux, et puis Calais, certes. Et voilà que Bertrand, vous me permettez de l'appeler Bertrand, s'est imposé comme un des chefs militaires les plus brillants de son temps. Alors c'est vrai que ça n'est pas un homme très conventionnel, il n'obéit pas aux lois classiques de la guerre, il mène plutôt une sorte de guérilla et des sièges sporadiques, mais il a une approche pragmatique de la guerre, c'est un homme adroit, rusé, d'où l'aura qui peu à peu s'est mise à l'entourer, d'où aussi un certain nombre de jalousies, de haines recuites qui donc vont s'exprimer dans cet hiver 1379-1380. Le roi Charles est un homme sage. D'ailleurs, il va rentrer dans l'histoire sous le nom de Charles V, le sage. Il n'a pas vraiment de raison de douter de son bon serviteur, mais tout de même, à la fin du mois d'avril, Bertrand du Guesclin est appelé à Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est que l'affaire de Bretagne est en passe de dégénérer et que le contexte est vraiment très tendu. Le roi d'Angleterre, Richard II, entend soutenir militairement la Bretagne et on pourrait dès lors s'attendre à ce que Bertrand soit mobilisé face à ses ennemis qu'il connaît tellement bien. Eh bien non. Charles V lui demande de s'occuper d'un tout autre problème, celui que représentent dans le sud du Massif central
les fameux routiers. Les routiers sont des mercenaires qui ont été démobilisés, qui n'ont donc plus d'armée auxquelles se rattacher. D'ailleurs, parfois, ils sont liés aux Anglais, il faut bien le dire. Et ils s'en prennent maintenant aux populations mal protégées d'un certain nombre de territoires en marge. Et ils en profitent pour soutirer à tous ces pauvres gens leurs richesses et même le nécessaire. Ce sont des gens très violents. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très destructeurs. Il reste quelques poignées d'irréductibles, nous dit Sophie Brouquet, bretons, gascons ou limousins, qui se sont emparés de forteresses dans le centre de la France, en Auvergne et en Limousin. Très intéressant l'attitude de Charles V dans cette affaire, qui au lieu d'envoyer son principal soldat, au lieu d'envoyer son connétable en Bretagne, va l'envoyer dans le centre de la France s'occuper des routiers. C'est vrai que tout le cœur du royaume est maintenant victime d'une insécurité difficile à supporter. Un certain nombre de routes absolument stratégiques sont devenues dangereuses. Il y a des bourgades entières qui sont rançonnées, mises à sac. On tue les paysans au gré de convoitises d'occasion. Tout ça est inacceptable pour le pouvoir royal, bien sûr. Et Bertrand du Guesclin, qui aurait par ailleurs besoin de repos, va devoir remonter en selle, si je puis dire. Sa motivation n'est pas éteinte. Face à Charles V, il lance, dit-on, « Je suis vieilli, sire, et non pas là ». C'est un serviteur obéissant, efficace, qui se prépare au départ vers le Massif central. Une campagne qui s'annonce musclée. Quand il reviendra, ce sera avec de nouveaux lauriers sur la tête. On peut penser que ce sera là une façon de faire taire ses détracteurs, à moins que les choses ne se passent pas comme on les prévoyait. Charles V a donc donné à Bertrand du Guesclin des ordres très clairs, mais un mois après avoir reçu ces ordres, c'est-à-dire très peu de temps pour l'époque, il est déjà sur la Loire, notre stratège, et au gré, ou notre tacticien diraient certains, au gré du voyage, il a reçu pas mal de marques d'estime et de gratitude de la part d'un certain nombre des grands barons dont il a été amené à traverser le territoire. Georges Minois nous dit « Le duc de Bourbon l'accueille à Moulins et lui fait la fête. Il lui remet le collier de l'ordre de l'écu d'or ainsi qu'un vase d'or ciselé à ses armes. Le 10 juin, c'est l'entrée à Clermont où les deux autres frères du roi, Anjou et Berry, lui réservent un accueil des plus chaleureux. Cette descente vers le sud ressemble décidément à une apothéose. » Oui, c'est un peu un chemin de gloire que parcourt en l'occurrence Bertrand du Guesclin, avec des célébrations qui, du reste, s'accompagnent d'un soutien concret, puisque on va voir la petite armée de Bertrand du Guesclin se grossir peu à peu de nouveaux combattants. On atteint donc la région montagneuse où les routiers possèdent leur base. Le plan de Bertrand du Guesclin est simple. Il faut dire que l'homme a une certaine expérience de la question. Il va se lancer dans une série de sièges méthodiques et faire tomber les places ennemies, si l'on peut dire, parlant de ce qui pourrait plutôt s'apparenter à une opération de police. Il va faire tomber les places l'une après l'autre. Et ça commence par une place qui est difficile d'accès. C'est Chalier, près de l'actuel viaduc de Garabie, au sud du Cantal. On est là le 19 juin. Difficile. C'est un échauffement ardu, si vous voulez. La place, néanmoins, n'a pas les moyens de résister longtemps et en 8 jours, elle sera tombée. Allez, c'est un premier succès remporté et tout de suite, du Guesclin s'oriente vers une nouvelle cible qui se trouve à une bonne soixantaine de nos kilomètres au sud-est. C'est Châteauneuf de Randon, un fort installé sur un tertre relativement élevé, un tertre d'altitude, qui lui-même est cerné par des ruisseaux d'eau fraîche. On est au cœur d'un paysage sauvage, accidenté. On est en plein été, donc il faut imaginer tout ça bruni de soleil. Et Bertrand du Guesclin arrive sur place. Il songe d'abord à une attaque frontale pour s'emparer tout de suite de la place. Seulement, il se rend compte très vite qu'il s'y casse les dents et qu'il va falloir en passer par un fameux siège dans les règles. Un de plus. Bertrand est condamné à la patience. Alors il fait monter les tentes de combat, vous savez, tout son camp. Il y a un petit côté romain lorsque Bertrand du Guesclin se déplace. Il fait monter ses tentes en contrebas de ce petit mont. Il conserve toujours les yeux rivés sur l'objectif. Vous savez que rien n'est laissé au hasard. Les assiégés auxquels il s'attaque ont généralement peu de chance. Totalement bloqué, nous dit Georges Minois, la place est condamnée à la famine.
D'où le marchandage habituel. Si aucun secours n'arrive avant une certaine date, peut-être le 13 ou le 14 juillet, la place se rendra, des otages seront remis pour garantir le respect de l'accord. Bon, ça c'est la guerre médiévale telle que Du Guesclin l'a presque institutionnalisée. Les jours passent et les hommes de Du Guesclin s'efforcent de rester vigilants. Soudain, et ça fait à peu près une semaine qu'on y est, le 7 juillet, un événement vient perturber ce qui aurait pu passer pour une mécanique. Bertrand du Guesclin se sent mal. On a bien remarqué que depuis quelque temps, il avait les traits particulièrement tirés, il semblait gémir intérieurement, et là il est très mal et on voit sa santé qui flanche à vue d'œil. Alors qu'a-t-il exactement? Alors, pour tout vous dire, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui arrive à Du Guesclin. Certains rapportent que sous un soleil accablant, il aurait étanché sa soif avec de l'eau trop fraîche. C'est souvent ce qui arrive, hein. On a un très grand nombre d'hydrocutions comme ça. Bon. D'autres parlent d'une eau croupie et d'une infection digestive. Entre parenthèses, les deux versions ne seraient pas forcément opposées. D'autres encore nous parlent d'une maladie respiratoire brutale, mais là encore, ça n'est pas ça ne contrevient pas aux deux premiers diagnostics. Vous pouvez très bien contracter je ne sais quel virus ou bactérie en buvant d'une eau croupie, qui aurait pu être d'ailleurs très fraîche. Bref, quoi qu'il en soit, le vaillant Bertrand, que certains auraient pu croire invincible, n'est plus capable de se battre à ce moment-là. Vous imaginez le désarroi dans son camp. On est tellement habitué à obéir au chef, ce qu'aucune épée n'est parvenue à accomplir. Il semble bien qu'une maladie banale soit en train de le réaliser, car très vite, Du Guesclin comprend qu'il lui reste peu de temps. C'est un homme d'une lucidité extraordinaire. Elle a fait le succès de sa carrière inouïe. Et cette lucidité va l'amener à mettre en toute priorité de l'ordre à ses affaires. C'est un humble pêcheur, n'est-ce pas? Remettez-vous dans l'ambiance, dans l'état d'esprit du XIVe siècle. Il faut qu'il mette ses affaires en règle avec Dieu, avec les hommes aussi, parce que c'est un propriétaire dont le patrimoine est très important, même s'il n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'on pourrait imaginer pour un homme à ce point établi. Je cite Sophie Brouquet. Il dicte son testament. Il demande alors que son épée de connétable lui soit apportée et la confie au maréchal de Sancerre en prononçant ces mots: Maréchal, je laisse l'épée de France sous votre garde, c'est une bonne épée. Ramenez-la au roi et rappelez-moi à lui et à tous les barons de France et demandez-leur de prier pour moi, car désormais mon temps est passé. Puis il demande à tous les témoins de la scène de rester fidèles au roi. Est-ce qu'il a prononcé ces mots de cette manière-là? Vous savez comment sont les chroniqueurs de l'époque, qui ont toujours tendance à enjoliver les mots historiques. Mais ce qui est sûr, c'est que jusque dans son agonie, jusqu'au dernier souffle de vie qui lui reste, Bertrand du Guesclin aura été un homme du roi. Sa loyauté, que d'aucuns, quelques semaines plus tôt encore, étaient en train de vouloir mettre en cause, en doute, cette loyauté, elle est chevillée au corps chez cet homme-là. Après plusieurs jours pénibles, il faut imaginer la tente de commandement de Bertrand du Guesclin, assaillie de toutes les visites de ceux qui veulent s'approcher du mourant. Le 13 juillet 1380, peut-être le 14, Bertrand du Guesclin est à la dernière extrémité et il va rendre son âme à Dieu. C'est une intense émotion. Le testament du héros est clair. Son corps devra être ramené à Dinan en Bretagne, pas très loin du lieu où il était né 60 ans plus tôt. On va ramener son corps à Dinan, à moins que là encore, un certain nombre d'imprévus ne viennent modifier les plans. La situation pour les compagnons du Guesclin, qui restent maintenant orphelins, si je puis dire, de leur chef tellement aimé, cette situation est difficile parce que les brigands qui tiennent Châteauneuf-de-Randon considèrent que, maintenant que le connétable est mort, les engagements qu'ils ont pris ne tiennent plus. Vous imaginez bien que le maréchal de Sancerre n'a pas tout à fait la même interprétation. Alors, puisque c'est ça, il assure au chef ennemi qu'il se considère en droit de tuer les otages qu'il détient, ce qui va quand même un peu calmer les ardeurs des rebelles. Finalement, les routiers vont se soumettre comme convenu. Leur chef aurait consenti à se présenter sous la tente du connétable, devant son corps sans vie, pour lui remettre symboliquement les clés de la place. Il faut imaginer ce mort recevant les clés
de la place qu'il a gagnée à titre posthume, la dernière de toutes celles qu'il avait fait tomber. Le cadavre de Bertrand du Guesclin va pouvoir être porté jusqu'au Puy-en-Velay. Il faut imaginer une procession recueillie qui marche au rythme de routes caoteuses qui avance depuis la Margeride jusqu'au Velay. Et une fois qu'on arrive dans la cité sainte, dans la cité mariale du Puy-en-Velay, des dispositions sont prises pour assurer la suite du voyage dans de meilleures conditions. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper du corps. Vous imaginez que il avait eu le temps de commencer à se décomposer, bien entendu. On ôte les viscères, vous savez comment on procède, on fait un embaumement pour reprendre la route. Mais très vite, il apparaît que l'embaumement en question laisse à désirer, et à l'étape de Montferrand, les responsables de la procession doivent bien se résoudre à agir. Je cite Sophie Brouquet. Il décide de ne conserver que les ossements du grand homme. Le corps est placé dans une grande marmite où il est mis à bouillir pour séparer les chairs des os. Les premiers resteront à Montferrand, où les chairs seront enterrées dans l'église des Franciscains. Du corps du connétable ne demeure désormais que le squelette et le cœur, conservés dans un étui en plomb. On avait connu exactement le même genre d'opération, rappelez-vous, près de Tunis, avec le corps de Saint-Louis. Ainsi, bien que la Bretagne soit encore loin, le corps se trouve déjà dispersé en 2 lieux d'ensevelissement, et vous allez voir que ça n'est pas fini. Parce qu'entre-temps, le roi Charles V a appris le décès de son valeureux connétable, et c'est une nouvelle qui l'a ému aux larmes. Le roi de France a bien l'intention de signifier aux yeux du monde, et surtout aux yeux de ceux qui dans sa cour auraient pu en douter, qu'il vouait à son connétable défunt la plus grande des reconnaissances, et il décide de dépêcher des messagers à la rencontre de ce qu'il reste maintenant de la dépouille de Bertrand du Guesclin, dont la présence est célébrée dans chaque ville et village qu'il traverse, bien entendu. On va intercepter, si je puis dire, les restes du connétable au Mans, et voilà la décision royale. Le corps du héros devra reposer au sein même de la nécropole des Capétiens, c'est-à-dire en la basilique de Saint-Denis. C'est un privilège absolument inouï pour l'époque. Et là, on va procéder, si je puis dire, à un nouveau partage, puisque les ossements vont prendre la route de Saint-Denis, la route de l'Île-de-France, tandis que le cœur, tout seul, poursuit son itinéraire vers Dinan. On peut voir d'une certaine manière dans cette affaire un prolongement logique de la vie de ce Breton qui avait fait allégeance à la France, une vie qui s'était trouvée longtemps partagée entre 2 entités politiques. C'est aussi, disons-le, une preuve poignante de ce lien de fidélité absolument indissoluble qu'il y ait Bertrand du Guesclin et Charles V. Même la médisance, même la jalousie n'étaient pas capables d'aller au-delà de ce lien. Du reste, le roi ne va survivre que 2 mois à son serviteur, puisque Charles V meurt à son tour le 16 septembre 1380. Franck Ferrand sur Radio Classique. On se presse sur le parcours de sa dépouille mortelle, nous dit Georges Minois, à laquelle Charles V offre une place dans la nécropole royale. Écrivains, trouvères et troubadours composent chansons et ballades sur le brave Bertrand. Les sculpteurs le représentent à pied, à cheval, gisant. Les miniaturistes illustrent ses exploits. On suggère de faire de lui le 10e preux, c'est-à-dire de le mettre au rang d'Hector, d'Alexandre, de César, d'Arthur, de Charlemagne, de Godefroy de Bouillon, Judas Maccabée, Josué, David, honneur suprême pour un militaire. Toute cette agitation autour de Bertrand du Guesclin ne peut avoir été créée par la propagande royale. Certes, celle-ci va orchestrer le mouvement, l'exploiter, l'orienter, mais elle ne peut à elle seule l'avoir provoqué.